Cody a fait glisser le formulaire de consentement pour le test ADN sur la table de conférence. C'était un jeudi matin, dans le bureau d'angle de Patterson et Associés, avec des fauteuils en cuir et une vue que personne ne regardait. Le formulaire a atterri entre mon café et le testament de papa. « Je veux que ce soit fait avant de continuer », a dit Cody. Ce n'était pas une question, mais une exigence. Patterson semblait mal à l'aise. Costume bleu marine, bouton de manchette en argent, le genre d'avocat qui facturait 450 $ de l'heure pour regarder les familles imploser. Monsieur Mitchell, ceci est très inhabituel. Mon père a laissé une succession de 2,78 millions de $. Je veux une confirmation du lien biologique avant la distribution. Patterson m'a jeté un regard. Puis, à maman. Elle fixait ses genoux comme s'il contenait des réponses. J'ai pris le formulaire, je l'ai lu, puis je l'ai reposé. Tu te demandes si je suis le fils de papa. Je demande une vérification. Cody s'est penché en arrière, les bras croisés. Regarde-nous, Alex. Cheveux blonds, yeux bleus, 1,88 m. Toi, tu mesures 1,78 m, avec des cheveux bruns et des yeux marrons. Tu ressembles aux côtés de maman. Je ressemble à papa. C'était vrai sur tous les points, sauf celui qui comptait. La génétique n'est pas toujours visible, a commencé Patterson. C'est pourquoi nous faisons des tests, a rétorqué Cody en tapotant le formulaire. Si Alex est le fils biologique de papa, nous partageons tout 50-50 et nous passons à autre chose. Sinon, le testament a des clauses de contingence. J'ai regardé maman. Elle ne voulait pas croiser mon regard. J'ai regardé Patterson. Il attendait. J'ai pris le stylo. J'ai signé, daté, et j'ai repoussé le formulaire. Planifiez-le. Cody a cligné des yeux. Quoi? Tu veux une preuve? Allons chercher une preuve. Patterson s'est éclairci la gorge. Alex, vous n'avez aucune obligation légale. Je sais. Planifiez-le quand même. Silence. Cody s'attendait à une dispute, à des cris, à des accusations. Il n'a rien eu de tout ça. J'apprécie que tu sois raisonnable à ce sujet, a-t-il finalement dit. Je n'ai pas répondu. Patterson prenait des notes. Les tests ADN prennent de 5 à 7 jours ouvrables. Je vais programmer des rendez-vous au laboratoire LabCorp pour lundi. Les résultats détermineront la distribution conformément au protocole de contingence du testament. Il a regardé maman. Madame Mitchell? Elle a hoché la tête. À peine. La réunion était terminée. Nous sommes sortis en file indienne. La descente en ascenseur s'est faite en silence. Le parking était à moitié vide. La BMW de Cody était garée dans un coin. Argent métallisé. Plaque d'immatriculation personnalisée, Winner. Ma Honda était 3 rangées plus loin. 10 ans. Fiable. Cody a déverrouillé sa voiture. On se voit lundi. Et il est parti. Maman a marché vers sa Camry, s'est arrêtée, s'est retournée. Il ne sait pas ce qu'il fait. Si, il le sait très bien. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, et est montée dans sa voiture. Je suis resté assis dans ma Honda, moteur éteint, pensant au visage de Cody quand j'ai signé. La surprise, la confusion. Il voulait de la résistance, du drame, une preuve de ma culpabilité. Au lieu de ça, je lui ai donné exactement ce qu'il avait demandé. Et dans 7 jours, il obtiendrait exactement ce qu'il méritait. Je me suis rendu en voiture à la maison de papa, un trajet de 20 minutes dans le trafic de midi, jusqu'à la propriété au bord du lac, 2,2 millions de $, 4 acres, 3 chambres. Mon héritage est celui de Cody, si l'ADN le disait. J'avais les clés. Je suis entré par la porte de côté. L'endroit sentait comme papa. Le café, la teinture à bois, les vieux livres, tout était exactement là où il l'avait laissé. Sa veste sur la chaise, ses bottes près de la porte, la télécommande sur la coudoir. Patterson m'avait demandé de commencer à trier les objets personnels, conformément au protocole de succession. J'ai commencé dans le salon. Des albums photos, des déclarations d'impôts des années 90. L'annuaire du lycée de papa, je les ai emballés dans des cartons, puis je suis passé au bureau, le bureau couvert de magazines sur les bateaux et de factures impayées.
Papa est décédé en travaillant sur un bateau qu'il ne finirait jamais. J'ai ouvert les tiroirs du bureau, des stylos, des piles, des garanties pour des appareils que nous n'avions plus. Le tiroir du bas était coincé. J'ai tiré plus fort. Il s'est ouvert en raclant. À l'intérieur, il y avait un coffret. Un petit cadenas à combinaison en métal. J'ai essayé la date de naissance de papa. Faux. J'ai essayé celle de maman. Faux. J'ai essayé la mienne. Le coffret s'est ouvert avec un clic. À l'intérieur se trouvaient des documents. Un certificat de mariage. Des certificats de naissance. Le mien, celui de Cody. Et une lettre. Une enveloppe jaunie. Adresse de l'expéditeur, David Corian, Seattle, WA. Daté d'août 1987. Un mois après la naissance de Cody. Je l'ai ouverte, debout dans le bureau de papa. Robert, Linda m'a parlé de la situation. Je ne savais pas qu'elle était mariée quand nous nous sommes rencontrés. Elle disait que vous étiez séparés. Je déménage en Oregon la semaine prochaine. Nouveau travail. Nouveau départ. Je ne sais pas si le gamin est de moi. Honnêtement, je ne veux pas le savoir. Si tu l'élèves, il est à toi. Je n'interférerai pas, désolé pour le désordre. David. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai photographié, sauvegardé sur le cloud, sauvegardé une deuxième fois, puis j'ai continué à fouiller dans le coffret, des dossiers médicaux, ceux de papa de 2023, des notes de rendez-vous en oncologie, son écriture dans les marges. Besoin de mettre à jour le testament. Clause de paternité, juste au cas où les garçons se disputeraient. Papa savait, même vers la fin. Il savait que cela pourrait arriver. J'ai aussi photographié ces documents. J'ai tout remis en place. J'ai fermé le coffret. Je l'ai laissé dans le tiroir. J'ai continué à emballer. J'ai trouvé le journal de papa dans le placard. Relié en cuir. Usé sur les bords. J'ai feuilleté les pages. Une entrée datée du 14 juin 1987. Linda m'a parlé aujourd'hui de David, de Cody, de tout. Ça ne change rien à ce que je ressens. Il est à moi, peu importe la biologie. Mais un jour, cela pourrait avoir de l'importance. Je l'écris, juste au cas où. Une autre entrée. Mars 2024. J'ai vu Alex aujourd'hui. Il a réparé la chaudière sans que je le lui demande. Il n'a pas voulu être payé. Il l'a juste fait. Cody appelle 2 fois par mois pour demander de l'argent. N'offre jamais son aide. Je sais lequel des deux a mérité cet héritage. Je suis resté là, tenant ce journal. Papa savait. Il avait toujours su. Et il m'avait choisi quand même. Pas à cause du sang, mais à cause de tout le reste. J'ai photographié 5 pages, je les ai sauvegardées, j'ai remis le journal exactement où je l'avais trouvé, j'ai fini d'emballer le bureau, 3 cartons chargés dans ma voiture, j'ai tout fermé à clé, et je suis rentré chez moi. Mon appartement semblait plus petit après 3 heures passées dans la maison de papa. J'ai fait du café, je me suis assis à ma table de cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai rédigé un email à Patterson. J'ai trouvé certains documents en triant les affaires de papa. Peut-être pertinent pour la procédure de succession. Disponible si nécessaire. Je n'ai rien joint. Juste pour lui faire savoir que j'avais des preuves. Je l'ai envoyé. Patterson a répondu en 12 minutes. Noté. Merci pour la mise à jour. J'ai fermé l'ordinateur portable. J'ai pensé à lundi, au test ADN, aux résultats qui suivraient. Cody avait remis en question ma paternité devant un avocat, avait forcé maman à rester assise là en silence, avait exigé une preuve comme si j'étais une réclamation frauduleuse. Il aurait pu me prendre à part, me le demander en privé, gérer ça en famille. Au lieu de cela, il en avait fait une procédure légale. Alors maintenant, ce serait traité légalement. Et la loi ne se souciait pas de qui ressemblait à qui. Elle se souciait des chromosomes, de la science, des chiffres qui ne mentent pas. J'ai sorti mon téléphone, j'ai fait défiler les photos, j'ai trouvé celle de l'entrée du journal de papa. Je sais lequel des deux a mérité cet héritage. Je l'ai relu 3 fois, puis j'ai posé mon téléphone, je me suis versé une 2e tasse de café, même s'il était 6 heures du soir.
Lundi viendrait, le test aurait lieu, les résultats suivraient, et Cody apprendrait que ressembler à quelqu'un et être le fils de quelqu'un ne sont pas la même chose. Mais cela viendrait plus tard. Pour l'instant, j'avais 4 jours de plus pour me préparer. 4 jours pour rassembler chaque élément de preuve. 4 jours pour m'assurer que lorsque tout exploserait, j'aurais des reçus pour tout, car Cody voulait des preuves. Je lui en donnerais, mais pas du genre qu'il attendait. Vendredi matin, je suis retourné à la maison du lac. Plus d'emballage, plus de tri. Le protocole de succession exigeait que tout soit documenté. J'ai fouillé dans la chambre de papa, le placard, les tiroirs, la table de chevet. J'ai trouvé sa montre dans le tiroir du haut. La Seiko avec le bracelet en argent, gravé au dos, à Robert. Amour éternel. Linda, 1985. L'année avant la naissance de Cody. Quand un certificat de mariage signifiait encore quelque chose. Je l'ai mise à mon poignet. Elle m'allait parfaitement. J'ai continué à emballer. Sous le lit, j'ai trouvé une boîte à chaussures. Je l'ai ouverte. Des lettres, des cartes, toutes de moi. Des cartes de fête des pères de quand j'avais 8 ans. Des mots de remerciement de l'université. Des cartes d'anniversaire que j'avais envoyées de mon premier appartement. Chaque carte avait été conservée. J'ai cherché les cartes de Cody. J'en ai trouvé 3. Toutes génériques. À papa. Joyeux anniversaire. Les miennes avaient des dessins, des messages. Tu es le meilleur papa du monde, écrit au crayon de cire. Papa les avait toutes gardées. J'ai fermé la boîte, je l'ai mise de côté pour moi. Dans l'armoire de la salle de bain, de vieux médicaments, de la crème à raser, de l'aspirine, et un dossier caché derrière des serviettes. Je l'ai sorti. Des documents juridiques, des notes sur la planification successorale. La première ébauche du testament, datée de 2019. Distribution, partage égal entre les deux fils. Deuxième ébauche, 2023. Distribution, les actifs principaux à l'héritier biologique en cas de litige. Papa avait mis à jour le testament après sa peur du cancer, après avoir écrit dans son journal sur qui avait mérité quoi. Il avait vu cela venir. Il savait que Cody finirait par le contester, et il s'y était préparé. J'ai photographié les ébauches, les 2 versions, tout sauvegardé sur le cloud, j'ai rangé le dossier dans ma boîte, j'ai passé 6 heures à la maison du lac ce jour-là, j'ai rempli 7 cartons, je les ai chargés dans ma Honda, et je suis rentré chez moi au coucher du soleil. Cette nuit-là, j'ai tout organisé, j'ai créé un dossier sur mon ordinateur portable, je l'ai intitulé « Preuve de succession ». À l'intérieur, j'ai mis les photos de la lettre de David Corian de 1987. Les entrées du journal de papa de 1987 et 2024. Les dossiers médicaux avec ses notes. Les ébauches du testament montrant les changements intentionnels. La boîte de cartes que papa avait gardée. Tout était documenté. Tout était sauvegardé. Tout était prêt. Cody voulait une bataille. Il aurait de la paperasse. Lundi matin est arrivé, froid et gris. LabCorp, en centre-ville. Rendez-vous à 9h. Je suis arrivé sur le parking à 8h55. La BMW de Cody était déjà là. Il était assis à l'intérieur, faisant défiler son téléphone. Je me suis garé 3 places plus loin, je suis sorti, j'ai verrouillé ma portière, et j'ai marché vers l'entrée. Sa portière s'est ouverte. Alex. Salut. Je me suis arrêté. Il a trotté vers moi, son souffle visible dans l'air de décembre. J'apprécie que tu fasses ça. Vraiment. Ça montre que tu n'as rien à cacher. J'ai ajusté la montre de papa à mon poignet. La Seiko a capté la lumière du matin. C'est toi qui as exigé le test, Cody. Je ne fais que suivre la procédure. Il a remarqué la montre. Son expression a vacillé. C'est celle de papa. C'était. Patterson a dit que je pouvais prendre des objets personnels en triant la succession. Il avait l'air de vouloir dire quelque chose. Il ne l'a pas fait. Nous sommes entrés ensemble. La salle d'attente était un standard médical. Des chaises grises, des magazines périmés, une fausse plante que personne ne dépoussiérait. Une infirmière nous a appelés à 9h07, une petite pièce, 2 chaises, le matériel déjà disposé. Elle a vérifié nos identités,
à photographier nos permis de conduire, à expliquer le processus de frottis buccal. Les résultats prennent de 5 à 7 jours ouvrables. Vous les recevrez par email et par courrier postal. Le cabinet de l'avocat recevra également des copies. Elle a fait le prélèvement sur Cody en premier. Intérieur de la joue, 30 secondes, scellé dans un tube étiqueté, sujet A, Cody James Mitchell. Puis mon tour. Même processus. Rapide, clinique, tube étiqueté, sujet B, Alex Robert Mitchell. L'échantillon de référence de papa avait été obtenu lors de l'autopsie, conformément à la loi sur les successions. Tout a pris 14 minutes. Nous sommes sortis ensemble. Le parking. Le vent froid. Le ciel gris. Cody s'est arrêté à sa voiture. Quand les résultats arriveront, je veux que tu saches. Ne dis rien, je l'ai interrompu. Tu as fait de cette affaire une question juridique. Elle sera résolue juridiquement. Je suis monté dans ma Honda, je suis parti sans regarder en arrière. 5 jours avant les résultats. 5 jours avant que Cody n'apprenne la vérité. 5 jours avant que tout ne change. Mais j'étais prêt. J'étais prêt depuis le moment où il avait fait glisser ce formulaire de consentement sur le bureau de Patterson. Certaines personnes pensent que la préparation consiste à avoir des réponses. Ce n'est pas le cas. Il s'agit d'avoir des preuves. Et j'avais absolument toutes les preuves. Jeudi matin, bureau de Patterson. 14 heures. 6 jours depuis le test ADN. Même salle de conférence, même fauteuil en cuir, même vue. Personne ne regardait. Une atmosphère différente. Cody était assis en avant, confiant, détendu, habillé comme s'il avait déjà gagné. Maman était assise, rigide, les mains jointes, les jointures blanches. Je portais la montre de papa, la Seiko, et la même chemise bleue que lors de la première réunion. Patterson est entré, a fermé la porte, s'est assis, et a ouvert un dossier en manille. Merci d'être venu. J'ai les résultats ADN de LabCorp. Cody s'est penché en avant. C'était son moment. Patterson a sorti le document. Sujet 1, Cody James Mitchell, âgé de 38 ans. Pause. Échantillon de référence, Robert Allen Mitchell, décédé. Pause plus longue. Correspondance ADN, 0,0%, la pièce est devenue silencieuse. Conclusion, aucun lien biologique détecté. Le sourire de Cody s'est figé. Patterson a continué. Sujet 2, Alex Robert Mitchell, âgé de 35 ans. Correspondance ADN, 99,7%. Fils biologique confirmé. J'ai regardé le visage de Cody se vider de sa couleur. J'ai regardé ses mains s'agripper aux accoudoirs. J'ai regardé tout son monde s'effondrer en l'espace d'un battement de cœur. Patterson a posé le papier. Conformément à la clause de contingence du testament, les actifs principaux de la succession sont transférés à l'héritier biologique confirmé. La propriété de 2,2 millions de dollars, les comptes d'investissement de 400 000 dollars. Et les actifs liquides de 180 000 dollars sont transférés à Alex Mitchell. La bouche de Cody s'est ouverte. Aucun son n'en est sorti. Qu'est-ce que j'obtiens, a-t-il finalement murmuré. Un legs en espèces de 25 000 dollars, plus des objets personnels de la résidence. Votre père l'a spécifié, au fils que j'ai élevé avec amour, indépendamment du sang. 25 000, la voix de Cody s'est brisée. Je suis son fils. Légalement? Non. Émotionnellement? C'est entre votre famille. Cody a regardé maman. Dis-leur. Dis-leur que c'est une erreur. Maman s'est mise à pleurer. Le genre de pleurs coupables. Maman. Elle ne pouvait pas le regarder. Maman. Sa voix est sortie à peine au-dessus d'un murmure. J'ai eu une liaison. En 1987. Son nom était David Corian. La pièce est devenue glaciale. Quoi? Cody s'est levé, a vacillé légèrement. Ton père a su depuis le début. Il a choisi de t'élever quand même, comme son propre fils. Vous m'avez menti pendant 38 ans. Maman sanglotait. Cody s'est tourné vers moi. Tu savais? Ce n'était pas une question. Tu savais et tu m'as laissé faire ça. Tu es resté assis là à me regarder m'humilier.
Tu as exigé le test, ai-je dit calmement. Je l'ai fait. C'est ce que tu voulais. Ce que je voulais, c'était que les funérailles de papa parlent de papa, pas de toi te demandant si je faisais partie de la famille. Cody a attrapé son manteau, est sorti, la porte a claqué, le moteur a démarré dans le parking. Les pneus ont crissé. Parti. Maman s'est effondrée en nouveaux sanglots. Patterson a attendu qu'elle parte avec tante Sarah, qui attendait dehors. Puis il a sorti une enveloppe de sa mallette. Votre père a laissé ceci pour vous, à vous remettre uniquement si le test ADN avait lieu. L'enveloppe était scellée. L'écriture de papa, pour Alex. Si Cody a fait le test. Je l'ai ouverte. Alex, si tu lis ceci, c'est que Cody a choisi la fierté plutôt que la famille. Tu ne lui dois aucune pitié. La maison est à toi légalement. Plus important encore, tu l'as mérité. Tu as été celui sur qui on pouvait compter, le loyal. Cody a eu mon argent en grandissant. Toi. Tu as eu mes valeurs. Je suis fier de toi. Amour, papa. C'était la première fois qu'il écrivait ces mots. Il a fallu qu'il rende son dernier souffle pour que je les lise. Patterson m'a tendu des documents de transfert. La propriété est transférée le 20 décembre. Je m'occuperai de la paperasse. J'ai signé, je suis parti, je suis resté assis dans ma Honda sur le parking pendant 10 minutes. Moteur éteint, juste à respirer. Puis j'ai conduit jusqu'à la maison du lac. La maison de papa. Ma maison, maintenant. J'avais du travail à faire. La maison du lac était silencieuse dans la lumière de l'après-midi. Je suis entré par la porte de côté. Plus de tri à faire. Plus de cartons à emballer. Mais d'abord, je devais finir ce que j'avais commencé. Je suis allé au garage. L'espace de travail de papa. Des outils sur des panneaux perforés. Un bateau sur des cales. Un projet à moitié terminé qu'il ne finirait jamais. L'établi était couvert de sur et de plans. J'ai ouvert l'armoire en dessous. De vieux pots de peinture, du papier de verre, des chiffons d'atelier, et un album photo que je n'avais jamais vu. Je l'ai sorti. Je me suis assis sur le tabouret de l'établi de papa. Je l'ai ouvert. Des photos de mariage, des fêtes de famille, des choses normales. Puis une photo qui m'a glacé le sang. Maman, plus jeune, debout à côté d'un homme que je ne reconnaissais pas. Un badge de conférence était visible. Sommet technologique de Seattle 1987. L'homme était grand, cheveux bruns, yeux marrons, il me ressemblait. J'ai retourné la photo. L'écriture de papa. David Corian, Linda, Seattle, mars 1987. Papa avait gardé une photo de l'homme avec qui maman l'avait trompé. Il l'avait classée dans un album dans le garage où personne ne la trouverait. Non pas pour oublier, mais pour se souvenir, pour avoir une preuve si jamais cela importait. J'ai photographié la photo. Les deux côtés. J'ai continué à tourner les pages, j'en ai trouvé d'autres. La remise des diplômes de Cody au lycée, sa lettre d'acceptation de l'Université de Washington, et, cachée derrière, une lettre de refus de Stanford, datée de 2003. Cody avait postulé à Stanford, avait été refusé, ne l'avait jamais dit à personne, mais papa savait. Et au lieu de laisser Cody ressentir l'échec, il avait caché la lettre et payé pour l'UW à la place. J'ai photographié la lettre de refus, j'ai continué à chercher, j'ai trouvé des relevés bancaires. Le compte courant de papa, de 2015 à 2024. Des transactions surlignées. Cody, école de droit, 18 000 $. Cody, aide pour la compte de la maison, 15 000 $. Cody, caution pour la voiture, 12 000 $. Page après page. Des milliers de dollars pour Cody au fil des ans. Et pour moi, Alex, collège communautaire, 2 000 $, rien d'autre. Parce que je n'avais jamais demandé. J'ai photographié chaque relevé montrant la disparité. J'ai passé 3 heures dans ce garage à tout examiner, tout ce que papa avait gardé, chaque élément de preuve, chaque vérité cachée, chaque dollar dépensé. Quand j'ai eu fini, j'avais une image complète. Papa avait élevé Cody en sachant qu'il n'était pas son fils biologique, il avait tout payé, tout soutenu, caché ses échecs, facilité sa vie. Et moi, j'avais eu le silence, l'indépendance, l'attente de l'autosuffisance,
non pas parce que papa m'aimait moins, mais parce qu'il attendait plus de moi. Et j'avais été à la hauteur. J'ai chargé l'album photo dans ma voiture, j'ai fermé le garage à clé, je suis retourné à l'intérieur, la cuisine, le salon, les chambres. Il restait tant à trier. J'ai fait du café dans la cuisine de papa, sa tasse, sa cafetière. Je me suis assis à sa table, regardant le lac. Calme, paisible, à moi maintenant. J'ai trouvé la vieille boîte à bijoux de maman au fond du placard de la chambre principale. À l'intérieur se trouvait un morceau de papier plié, une lettre de maman à papa, datée de juillet 1987. Robert, je suis enceinte. Ce n'est peut-être pas de toi. Je suis tellement désolé. Si tu veux que je parte, je comprendrai. La réponse de papa était écrite en bas, de sa propre main. Nous l'élèverons ensemble. Il est à nous. Personne n'a besoin de savoir. 47 mots qui ont changé 3 vies. J'ai photographié la lettre, je l'ai remise à sa place, j'ai continué à emballer. À 6 heures du soir, j'avais 11 cartons chargés dans ma voiture. J'ai fermé la maison du lac à clé, je suis resté dans l'allée à la regarder. 4 acres, 3 chambres. Accès au lac, 2,2 millions de dollars, à moi. Je suis monté dans ma Honda et je suis rentré chez moi. Je me suis arrêté à la quincaillerie pour acheter plus de cartons. À l'intérieur, en chargeant mon chariot, j'ai entendu une voix. Alex. Monsieur Brennan. Un ancien collègue de papa. Monsieur Brennan. Salut. J'ai appris pour ton père. Je suis désolé. Merci. Il a fait une pause. Ton père était fier de vous, les garçons. De vous deux. J'ai hoché la tête. Il s'est éloigné. Je suis resté là, tenant une boîte en carton plate. Fier de vous, les garçons. Même de Cody, surtout de Cody, il avait caché ses échecs, payé ses dettes pendant 38 ans. Et Cody l'avait remercié en exigeant un test ADN 6 jours après les funérailles. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Cody. On doit parler. Je l'ai supprimé. Un autre. Tu ne peux pas tout prendre. Supprimé. Un troisième. Je vais prendre un avocat. J'ai éteint mon téléphone. Je suis rentré chez moi. J'ai préparé le dîner. J'ai mangé debout au comptoir. Un email de Patterson. L'avocat de Cody m'a contacté. Il conteste le testament. Une audience formelle est prévue. Je vous tiendrai au courant. C'était prévisible. J'ai répondu. Compris. J'ai des documents si nécessaire. J'ai fini de manger. J'ai lavé mon assiette. Je me suis assis sur mon canapé, fixant le vide. J'ai pensé à la photo de David Corian, à la lettre de refus de Stanford, au relevé bancaire montrant des milliers pour Cody, des centaines pour moi, à la lettre de maman de 1987. La réponse de papa, il est à nous. Toutes les preuves se trouvaient dans ma voiture en ce moment même. La preuve de tout. Mais la preuve de quoi, exactement? Que papa aimait Cody malgré les mensonges. Que la liaison de maman, 38 ans plus tôt, avait encore de l'importance. Que Cody avait vécu toute sa vie sans savoir qu'il était bâti sur un secret. Je ne savais pas si tout cela me donnait raison ou lui donnait tort. Cela faisait juste de nous deux les victimes de choix qu'aucun de nous n'avait fait. 17 appels manqués quand j'ai rallumé mon téléphone. Je n'ai rappelé personne. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé un document, une chronologie. Chaque découverte, chaque élément de preuve, chaque date, organisée, documentée, prêt. Si Cody voulait une bataille juridique, je me battrais juridiquement. Pas d'émotion, pas de drame, juste de la paperasse et des faits. La façon dont papa aurait géré les choses. J'ai travaillé jusqu'à minuit, puis j'ai fermé mon ordinateur, j'ai éteint les lumières, et je suis allé me coucher en pensant à ce qui allait suivre. Le procès, l'audience, la famille qui s'effondrait, et quelque part au milieu, la décision de quoi faire d'une maison d'une valeur de 2,2 millions de dollars que je n'avais jamais demandé. Samedi matin, 9 h, on frappe à ma porte. J'ai regardé par le Judas. Oncle Jim. J'ai ouvert la porte. Alex. Oncle Jim. Il tenait un thermos. J'ai apporté du café.
Je peux entrer? Je me suis écarté. Il a versé 2 tasses sans demander. Il m'en a tendu une. J'ai entendu parler du test ADN, des résultats, du testament. J'ai bu mon café, je n'ai rien dit. Ta mère m'a appelé en pleurant. Cody m'a appelé en colère. J'ai pensé que je devrais prendre de tes nouvelles. Je vais bien. Vraiment? J'ai posé ma tasse. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que je suis désolé que Cody ne soit pas le fils de papa. Que je me sens coupable d'hériter de ce que le testament dit être légalement à moi. Non, je veux que tu me dises ce que tu vas faire. À propos de quoi? De ton frère, de ta famille, de tout ce foutu bazar. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Oncle Jim était la seule personne qui nous avait toujours traités, Cody et moi, de la même manière. Pas de favoris, pas d'enfants prodiges, juste de neveux. Cody me poursuit en justice, ai-je dit, il conteste le testament. Je sais que ça n'ira nulle part. Alors pourquoi es-tu là? Il a fini son café. Parce que quand tout ça sera terminé, tu auras tout et il n'aura rien. Et je veux m'assurer que tu as réfléchi à ce que cela signifie. Ce que ça signifie, c'est que Cody a joué et il a perdu. Ça signifie que ta famille est détruite. C'est Cody qui l'a détruite, pas moi. Oncle Jim s'est levé, a marché vers la porte, s'est arrêté, s'est retourné. Ton père m'a appelé 2 mois avant de mourir. Il a dit qu'il était inquiet. Il a dit qu'il savait que ce jour viendrait. Il m'a demandé de garder un œil sur vous deux quand ça arriverait. Il a ouvert la porte. Je tiens cette promesse. Même si tu ne penses pas en avoir besoin. Et il est parti. Je suis resté là, dans ma cuisine, à regarder la tasse vide qu'oncle Jim avait laissée, à penser à ce qu'il avait dit, puis je suis retourné emballer des cartons, parce qu'il y avait encore toute une maison pleine de la vie de papa à trier. Et j'étais le seul qui restait pour le faire. La visite d'oncle Jim m'est restée en tête plus longtemps que je ne voulais l'admettre. Pas les mots, mais le regard dans ses yeux, comme s'il regardait 2 neveux se détruire mutuellement sans pouvoir l'arrêter. J'ai fini d'emballer la maison du lac mardi. 14 cartons au total. Chaque pièce vidée de ses objets personnels. La propriété était légalement à moi à partir du 20 décembre. Dans 9 jours. Mercredi matin, j'ai reçu l'avis de poursuite formelle. Cody James Mitchell contre la succession de Robert Allen Mitchell. Plainte pour enrichissement sans cause, préclusion promissoire, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Il soutenait que 38 ans passés à être élevé comme le fils de Robert créait un contrat implicite, que la clause de paternité du testament était abusive, que Alex Mitchell avait manipulé la situation. Date d'audience, 18 janvier. Mon avocate m'a appelé 1 heure après que je l'ai reçu. Ça ne tiendra pas. L'ADN l'emporte sur les arguments émotionnels en droit des successions, mais il va faire du bruit. Laissez-le faire, Alex. Ça pourrait s'éterniser. Vous coûtez du temps, de l'énergie, des frais de justice. Envoyez-moi la facture. Je m'en occuperai. Elle a fait une pause. Vous êtes plus en colère que vous ne le paraissez. Je ne suis pas en colère. J'en ai juste fini. J'ai raccroché. Mais elle se trompait sur un point. Je n'étais pas en colère. J'étais quelque chose de plus froid que ça. Jeudi, je me suis rendu à Westfield Manufacturing. L'ancien lieu de travail de papa. Il avait pris sa retraite il y a 3 ans, mais ses amis y travaillaient encore. Je devais récupérer son dernier bulletin de paie pour les papiers de la succession. Les RH avaient dit qu'ils seraient prêts. Je suis entré dans le bureau principal à 14 heures. La réceptionniste m'a reconnu. Alex Mitchell. Oui, madame. Je vais vous chercher ça. Un instant. Elle a disparu à l'arrière. Je suis resté dans le hall. Des photos sur les murs. L'employé du mois. Les records de sécurité. Les étapes de l'entreprise. La photo de papa de 2019. Employé de l'année. Puis j'ai entendu une voix. C'est le garçon de Robert. Je me suis retourné. 3 hommes en uniforme de travail. L'ancienne équipe de papa. Hank, Martinez, Steve. Hank s'est avancé. Tu es le portrait craché de ta mère. Cody, par contre, ressemble trait pour trait à Robert.
Je ne l'ai pas corrigé. Martinez a enchaîné. On a entendu parler du bazar avec l'héritage. Les histoires de famille sont toujours compliquées. Ouais. Steve s'est appuyé contre le mur. Ton père parlait de vous deux tout le temps. Fier du diplôme de droit de Cody. Fier de toi qui réparais tout sans qu'on te le demande. Il disait ça tout le temps, Alex n'a pas besoin que je lui dise qu'il est capable. Il le sait déjà. La réceptionniste est revenue avec une enveloppe. Voilà pour vous, Alex. Je l'ai prise, je l'ai remercié, j'ai commencé à partir. Hank a crié. Et, Alex. Je me suis arrêté. Ton père était un homme bien. Quoi qu'il se passe avec votre famille, il voudrait que vous, les garçons, vous arrangiez. Pas les avocats. J'ai hoché la tête, je suis parti, je suis resté assis dans ma voiture sur le parking, à regarder l'enveloppe. Papa était fier de moi, il le disait à ses collègues, mais il ne me l'avait jamais dit. J'ai conduit jusqu'à la maison avec cette pensée qui tournait en boucle dans ma tête. Le 20 décembre est arrivé. La propriété a été officiellement transférée à mon nom. Une maison au bord du lac de 2,2 millions de dollars, 4 acres, entièrement à moi. J'ai reçu la notification par email à 9h47. Je suis resté là, à regarder mon téléphone, propriétaire d'une maison dans laquelle je ne voulais pas vivre, avec de l'argent que je ne savais pas comment dépenser, et un frère qui me détestait pour ça. Cet après-midi-là, j'ai mis la propriété en vente avec une agente immobilière. Margaret Chen, 53 ans, spécialisée dans les successions de grande valeur. Elle a visité la propriété, pris des notes, des photos. Ça se vendra vite. Accès au lac, arbres matures, bonne structure. Je pense à un prix de départ de 2,5 millions de dollars. En combien de temps peut-on conclure? Un mois? Peut-être moins si l'acheteur paie comptant. Faites-le. Elle m'a regardé. Vous êtes sûr? C'est votre maison de famille. C'était la maison de mon père. Maintenant, c'est un actif. Elle n'a pas discuté. Elle l'a mise en vente le soir même. Une offre est arrivée 4 jours plus tard. 2,1 millions de dollars. Acheteur payant comptant. Clôture en 3 semaines. J'ai accepté immédiatement. La nouvelle année est arrivée et passée. Le 4 janvier. Les papiers de la vente de la propriété ont été finalisés. Le 10 janvier. Maman a appelé. J'ai répondu cette fois. Alex, on doit parler. De quoi? De Cody. Du procès. De tout. Il n'y a rien à dire, maman. Il a du mal. Jessica menace de le quitter. Il a épuisé ses économies en frais de justice. Silence à l'autre bout du fil. Tu veux que je renonce à l'héritage. Je veux que tu envisages d'aider ton frère. Il n'est pas mon frère, maman. Le test ADN l'a prouvé. Ses mots, pas les miens. Alex. Il a remis en question ma paternité devant un avocat. Il t'a forcé à avouer une liaison vieille de 38 ans en public. Il m'a poursuivi parce que le testament de papa n'allait pas dans son sens. À quel moment étais-je censé me sentir charitable? Elle s'est mise à pleurer. Je dois y aller, maman. J'ai raccroché. Je n'ai rien ressenti. Le 12 janvier. Visite inattendue. On a frappé à ma porte à 7 heures du soir. J'ai ouvert pour trouver Jessica, la femme de Cody. Elle avait l'air épuisée. Des cernes, les cheveux en chignon désordonnés, pas de maquillage. Jessica. Je peux entrer, s'il te plaît? Je me suis écarté. Elle s'est assise sur mon canapé. Je suis resté debout. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu saches que Cody perd la tête. Il est obsédé par ce procès. Il dépense de l'argent que nous n'avons pas. Il crie sur les avocats, il ne dort pas, je ne lui ai pas demandé de me poursuivre. Je sais. Je lui ai dit d'abandonner. Je le lui ai dit 100 fois. Il n'écoute pas, pourquoi es-tu là? Elle a levé les yeux. Parce que quelqu'un doit te dire la vérité. Cody a été un désastre toute sa vie. Ton père l'a encouragé. Il a payé pour ses erreurs. Il a couvert ses échecs. Et Cody n'a jamais appris à être responsable. Je me suis assis en face d'elle.
Quand les résultats de l'ADN sont tombés, Cody a perdu plus qu'un héritage. Il a perdu son identité. Il ne sait pas qui il est s'il n'est pas le fils de Robert Mitchell. Ce n'est pas mon problème. Je sais, mais je pensais que tu devrais savoir que le procès ne concerne pas l'argent. Il s'agit pour lui d'essayer de prouver qu'il compte encore. Elle s'est levée, a marché jusqu'à la porte. Je le quitte, Alex. Je dépose les papiers la semaine prochaine. Je ne peux plus le regarder se détruire. Mais avant de partir, je voulais que tu saches que tu n'es pas le méchant ici. C'est lui. Et ton père l'a encouragé à le devenir. Elle est partie. Je suis resté assis là pendant 1 heure à digérer ça. La femme de Cody prenait mon parti. La seule personne qui aurait dû le défendre s'en allait à la place. Le 15 janvier. 3 jours avant l'audience. Tante Sarah a appelé. Le club de lecture de ta mère sait tout. L'affaire. Cody, le test ADN. Ça se propage. Comment? Ta mère leur a dit. Elle était désemparée. Elle avait besoin de parler à quelqu'un. Génial. Les gens parlent, Alex. Certains pensent que tu es cruel. D'autres pensent que Cody l'a bien cherché. Je me fiche de ce que les gens pensent, elle a soupiré. Sois juste préparé. Le tribunal va être un sale moment. Elle a raccroché. Le 18 janvier. Palais de justice. 9 heures du matin. Je portais la montre de papa. Chemise bleue. Visage impassible. Mon avocate m'a rejoint devant la salle d'audience des « Prêt ?» Finissons en. À l'intérieur, Cody était assis avec son avocat. Un jeune type, costume bon marché. Il avait l'air nerveux. Maman était assise au dernier rang. Tante Sarah à côté d'elle. Oncle Jim de l'autre côté, seul. Le juge Hendrix présidait. Un homme d'une 60aine d'années, du genre pragmatique. Il a examiné le dossier pendant 5 minutes. Puis il a levé les yeux. Monsieur Mitchell, Cody Mitchell, vous avez initié un test ADN pour contester un héritage. Correct? Cody s'est levé. Oui, votre honneur. Les résultats ont confirmé que vous n'êtes pas le fils biologique du défunt. Correct? Oui, mais... Et le testament stipule explicitement que les actifs principaux sont transférés aux héritiers biologiques en cas de litige sur la paternité. Correct? L'avocat de Cody s'est levé. Votre honneur, mon client a été élevé pendant 38 ans comme le fils de Robert Mitchell. La réalité émotionnelle. Le juge Hendrix a levé la main. Maître, j'ai lu votre mémoire. Les arguments émotionnels ne l'emportent pas sur les preuves génétiques en droit des successions. Le défunt était au courant de la situation de paternité, il a pris des dispositions en conséquence. Il a regardé Cody. Votre père vous a laissé 25 000 $ et des objets personnels. C'était son choix. Ce tribunal ne annulera pas un testament clair et juridiquement solide basé sur des sentiments. Coup de marteau. Affaire classée. 8 minutes, du début à la fin. L'avocat de Cody a tenté de parler. Votre honneur, si nous pouvions. Affaire classée, maître. Affaire suivante. Nous sommes sortis en file. Le couloir. Cody se tenait figé, regardant dans le vide. Son avocat lui a tendu des papiers. Une facture, probablement. Il s'est éloigné. Maman s'est approchée de Cody. Il s'est dégagé d'elle, a marché seul vers la sortie. Je l'ai regardé partir. Oncle Jim m'a rattrapé. Tu as gagné? Ouais. Ça te fait plaisir? Je me sens juste soulagé que ce soit fini. Il a étudié mon visage. Et maintenant? Maintenant, je passe à autre chose. Le 25 janvier. La vente de la maison du lac a été conclue. 2,1 millions de dollars moins les frais de clôture et les honoraires de l'agent, soit 2,02 millions de dollars nets. Combiné aux 400 000 $ d'investissement et aux 180 000 $ d'actifs liquides de la succession, cela faisait un total de 2,6 millions de dollars. Je me suis assis à ma table de cuisine, à regarder mon compte en banque, des chiffres que je n'aurais jamais imaginé avoir, de l'argent qui changeait une vie, et je n'ai rien ressenti. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir.
Je n'arrêtais pas de penser à Cody, debout dans ce couloir du palais de justice. L'expression de son visage quand le juge a tout rejeté en 8 minutes. La façon dont maman a essayé de toucher son bras et il s'est dégagé. La façon dont il est sorti, seul. J'avais gagné, légalement, complètement. Mais ça ne ressemblait pas à une victoire. J'avais l'impression d'avoir hérité d'une guerre où personne n'avait survécu. À 2 heures du matin, je me suis levé, j'ai fait du café, j'ai sorti mon chéquier, je l'ai regardé pendant 20 minutes, puis j'ai rédigé un chèque. 200 000 $, à l'ordre de Cody James Mitchell. Sur le mémo, de la part de papa, parce qu'il t'aimait. Je l'ai scellé dans une enveloppe. Je l'ai envoyé par courrier recommandé le lendemain matin. Mon avocate a appelé quand elle l'a appris. Alex, vous ne lui deviez rien. Le tribunal l'a clairement établi. Je sais. Alors pourquoi? Parce que je me devais à moi-même de pouvoir dormir la nuit. Elle n'a pas compris. Elle n'avait pas besoin de comprendre. 3 jours plus tard, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. C'est Cody. Je n'ai rien dit. J'ai reçu ton chèque. Je ne comprends pas pourquoi. Tu n'as pas besoin de comprendre. Après tout ce que j'ai fait, le test, le procès, les choses que j'ai dites. Papa t'a élevé pendant 38 ans. Il t'aimait. Ce n'est pas de moi. C'est de lui. Silence. Un long silence. Je suis désolé, a-t-il dit finalement, la voix brisée. Pour tout. Je sais. Est-ce qu'on pourra un jour? Je ne sais pas, Cody. Pas aujourd'hui. D'accord. Merci. Pour l'argent, pour tout. Il a raccroché. J'ai posé le téléphone, j'ai regardé par la fenêtre, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Pas du bonheur, pas de la satisfaction, juste une résolution. Comme si j'avais enfin fermé un chapitre qui devait l'être. L'argent était réglé. La propriété était vendue. Le procès était rejeté. La famille était fracturée, mais reconnue. J'en avais gardé assez pour être en sécurité. J'en avais donné assez pour être décent. J'avais trouvé la ligne entre la justice et la miséricorde. Papa aurait approuvé. Je crois. Le 1er février, j'ai signé un bail pour une petite maison à Denver. 3 chambres, payé 620 000 $ comptant. Un nouveau départ, une nouvelle ville, pas de bagages familiaux à portée de voiture. Je l'ai annoncé à maman par téléphone. Tu déménages? Ouais. Quand? La semaine prochaine. Je peux te voir avant que tu partes. Peut-être. Je te tiendrai au courant. J'ai commencé à faire mes cartons ce soir-là. Pas grand-chose à emballer. 10 ans de vie de célibataire tenaient dans 12 cartons. Les meubles, je les ai donnés. Les vêtements, je les ai gardés. Tout le reste est allé à Goodwill. Le 7 février, j'étais prêt. J'ai chargé ma Honda. J'ai fermé mon appartement pour la dernière fois. Je suis passé chez maman avant de quitter la ville. Elle a ouvert la porte en robe de chambre. 10 heures du matin. Alex. Salut, maman. Elle m'a serré dans ses bras. Je l'ai serré en retour. Nous nous sommes assis dans son salon. Café, petite conversation. As-tu parlé à Cody, a-t-elle demandé. Non. Il a encaissé ton chèque, l'a utilisé pour payer ses dettes, a commencé une thérapie, a trouvé un nouveau travail dans un plus petit cabinet. Bien. Il demande de tes nouvelles. Qu'est-ce que tu lui dis? Que tu guéris à ta manière. J'ai fini mon café, je me suis levé. Je dois y aller. Longue route. Elle m'a accompagné à la porte. Tu me pardonnes, maintenant? J'y ai réfléchi. Je travaille dessus. C'est le mieux que je puisse faire. Elle a hoché la tête, a essuyé ses yeux. Sois prudent. Appelle quand tu arrives. Je suis parti, regardant sa maison rétrécir dans le rétroviseur. Je me sentais plus léger à chaque kilomètre. Non pas parce que je m'étais échappé, mais parce que j'avais terminé ce qui devait l'être. Denver était à 17 heures de route. J'avais une liste de podcasts, le plein d'essence, et un avenir qui était enfin le mien. Pas de procès,
pas de drame familial, pas d'attente, juste moi et ce qui viendrait ensuite. Et pour la première fois depuis des mois, cela semblait suffisant. Denver en février était froid, mais propre. Ma maison se trouvait dans un quartier calme à 20 minutes du centre-ville. 3 chambres, parquet, un petit jardin, rien d'extraordinaire, mais c'était à moi. Payé comptant, pas d'hypothèque, pas de propriétaire. La première fois de ma vie que je possédais quelque chose qui comptait. J'ai passé la première semaine à déballer, à installer les meubles, à accrocher des tableaux, j'ai mis la montre de papa dans une vitrine sur ma commode, la Seiko avec la gravure, j'ai encadré sa lettre, celle que Patterson m'avait donnée, je l'ai accrochée dans mon bureau. Tu as eu mes valeurs. J'ai recommencé à travailler en freelance. Design graphique, marketing, tout ce qui se présentait. La différence maintenant? J'avais des limites. Pas de réduction familiale. Pas de « peux-tu juste jeter un œil rapidement ?» Pas de travail pour la visibilité. Si quelqu'un voulait mon travail, il payait le plein tarif. Pas de négociation. Mon premier client était une brasserie à Boulder. Refonte du logo, 3500 $. Le deuxième était une start-up technologique. Pack de marque, 8000 $. En mars, j'avais un revenu stable. Je n'en avais pas besoin. Les investissements couvraient mes frais de subsistance. Mais je travaillais quand même, parce que le travail me donnait un but au-delà de l'argent. Le 15 mars, c'était mon anniversaire. 36 ans. Un SMS de maman. Joyeux anniversaire, mon chéri. Tu me manques. Je t'aime. Un SMS de Cody. Joyeux anniversaire, Alex. J'espère que Denver te traite bien. J'ai répondu aux deux. Court, poli. Maman et moi avons commencé à avoir des appels mensuels. Elle me demandait des nouvelles de Denver. Je lui demandais des nouvelles de son jardin. Des sujets sûrs. Aucune mention de papa, de Cody ou de l'héritage, juste essayer d'être une mère et un fils sans tout ce poids. Le 3 avril, elle a demandé « Tu me pardonnes, maintenant ?» J'y ai réfléchi. Certains jours, je suis proche. D'autres, non. C'est honnête. C'est tout ce que j'ai. Elle l'a accepté. Cody et moi, nous nous envoyions des SMS pour les anniversaires et les fêtes. Rien de plus. Superficiel, distant, mais nous existions à nouveau l'un pour l'autre. C'était déjà quelque chose. Mais à apporter un email. Sujet, merci. De la part de Cody. J'ai failli le supprimer. Je l'ai ouvert à la place. Alex, je ne suis pas bon à ça. Je ne l'ai jamais été. Mais Jessica m'a dit que si je ne le disais pas maintenant, je ne le dirais jamais. J'ai eu tort pour le test, pour le procès, pour tout. J'ai passé 38 ans à être le fils de Robert Mitchell. Quand j'ai découvert que je ne l'étais pas, j'ai perdu la tête. J'ai eu l'impression que tout ce que j'étais avait été effacé. Mais la thérapie aide. J'apprends que je n'ai jamais été le fils de Robert Mitchell. J'étais juste Cody. Et je dois découvrir qui c'est. Sans un nom de famille célèbre ou un fonds en fiducie ou quelqu'un pour réparer mes erreurs. Les 200 000 $ que tu m'as envoyés ont changé ma vie. J'ai remboursé mes dettes. Ça m'a donné de l'espace pour respirer. Pour recommencer. Je ne m'attends pas à ce que nous soyons de nouveaux frères. Je ne pense pas le mériter. Mais je voulais que tu saches que j'essaie. Je suis désolé pour tout. Cody. Une vidéo était jointe. J'ai cliqué dessus. Cody, assis dans son appartement. Cheveux en désordre, t-shirt, pas de costume. Et, Alex. Je voulais enregistrer ça parce que je suis nul au téléphone et encore pire à l'écrit. Il avait l'air mal à l'aise. Vrai. J'ai beaucoup pensé à papa ces derniers temps. À ce qu'il nous a appris, ou à essayer de. Pause. Il m'a appris que l'amour, c'est être présent. Il a été présent pour moi tous les jours pendant 38 ans, même si je n'étais pas de lui. Il ne m'a jamais fait sentir différent. Sa voix s'est brisée. Et il t'a appris que l'amour, c'est faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Tu m'as donné de l'argent que tu ne me devais pas. Après que je t'ai poursuivi, après que j'ai remis en question ton appartenance à la famille. Il a essuyé ses yeux.
Je ne sais pas si nous serons un jour proches, mais je voulais te dire merci, et je suis désolé, et j'espère que tu es heureux, parce que tu le mérites. La vidéo s'est terminée. Je l'ai regardée 3 fois, puis j'ai fermé mon ordinateur portable, je suis resté assis là pendant un long moment. Cody essayait, il essayait vraiment. Ça ne réparait pas tout. Ça n'effaçait pas les dégâts. Mais c'était quelque chose. Le 12 juin, c'était l'anniversaire de papa. Il aurait eu 68 ans. J'ai conduit jusqu'à un parc près de chez moi, je me suis assis sur un banc. Je n'ai rien apporté, je me suis juste assis. J'ai vendu ta maison, ai-je dit à l'air. J'ai eu 2,1 millions, j'ai donné 200 000 $ à Cody, j'ai gardé le reste. J'espère que c'était la bonne chose à faire. Le vent soufflait dans les arbres. Des enfants jouaient sur les balançoires à proximité. Il va mieux. Thérapie, nouveau travail. J'ai sorti la montre de papa. J'ai regardé la gravure, à Robert. Amour éternel. Linda, 1985. L'année avant que tout ne se complique. Je ne sais pas si tu serais fier ou déçu. Tu as dit que j'avais hérité de tes valeurs. J'essaie d'être à la hauteur. Je suis resté assis là 20 minutes de plus. Je n'ai rien dit d'autre. Je me suis juste assis avec papa une dernière fois. Je suis rentré chez moi, me sentant apaisé. Bien. Apaisé. Comme si je finissais un livre dont je n'étais pas sûr qu'il se terminerait bien. Juillet a apporté un colis surprise à ma porte. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvait un album photo. Vieux, relié en cuir. Une note attachée, de l'écriture de maman. J'ai trouvé ça en faisant le ménage. J'ai pensé que tu devrais l'avoir. Maman. Je l'ai ouvert. Première page. Moi et papa. 6 ans. Partie de pêche. Page suivante. Moi et papa. 12 ans. Construction d'une cabane dans un arbre. Page suivante. Moi et papa. 15 ans. Ma première voiture. Page après page. Des moments que j'avais oubliés. Chaque photo, juste moi et papa. Pas de Cody. La dernière page avait une note de l'écriture de papa. Datée de mars 2025, un mois avant sa mort. Alex, si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Ce sont mes souvenirs préférés. Non pas parce que Cody n'était pas là, mais parce que c'était les moments où tu n'avais besoin de rien de moi, sauf de mon temps. C'est ce que j'appréciais le plus. Ton indépendance, ta force. Ta capacité à réparer les choses sans qu'on te le demande. Tu as hérité de mes valeurs, non pas parce que je te les ai enseignées, mais parce que tu les as vécues. Je t'aime. Je suis fier de toi. Je l'ai toujours été. Papa. J'ai fermé l'album, je l'ai posé sur mon étagère à côté de la lettre encadrée, je me suis assis sur mon canapé à le regarder. Papa avait gardé tout un album juste pour moi. Des moments dont je ne savais pas qu'ils comptaient. Et il avait laissé une note, sachant qu'un jour j'aurais besoin de la lire. Cette nuit-là, j'ai appelé maman. J'ai reçu l'album. As-tu lu la note? Ouais. Silence. Merci, ai-je dit. De rien, mon chéri. Nous avons parlé pendant 1 heure. Le plus long appel que nous ayons eu depuis la mort de papa. Sur les souvenirs, les regrets, le fait d'aller de l'avant. Avant de raccrocher, elle a dit, ton père voyait quelque chose en toi que nous ne voyions pas. Il avait raison. Qu'est-ce qu'il voyait? Quelqu'un qui n'avait pas besoin de validation pour avoir de la valeur. Thanksgiving. Je l'ai passé seul, par choix. J'ai cuisiné une petite dinde, regardé le football, appelé maman pendant 10 minutes. Elle m'a invité à venir pour Noël. Elle a dit que Cody et Jessica seraient là. J'y réfléchirai. C'est tout ce que je demande. Le 15 décembre. J'ai réservé un vol pour la maison. Pas pour toujours. Juste 5 jours. Assez pour voir maman. Dîner avec Cody et Jessica. Essayer d'être à nouveau une famille. Pas la famille que nous étions, mais la famille que nous pourrions être. Plus petite, meurtrie, mais peut-être fonctionnelle. Le dîner de la veille de Noël a été exactement aussi gênant que prévu. Chez maman, petite table,
4 couverts. Moi, maman, Cody, Jessica. Personne ne savait quoi dire au début. Jessica a brisé la glace. Alex, raconte-nous Denver. Je lui ai parlé de ma maison, de mon travail, des montagnes. Elle m'a parlé de son travail, du marketing, du télétravail. Cody est resté silencieux la plupart du temps. Il mangeait, écoutait. Au milieu du dîner, il m'a regardé. Je suis content que tu sois venu. Moi aussi. C'était tout. Pas de discours, pas d'excuses, juste une reconnaissance. Après le dîner, nous nous sommes assis dans le salon de maman. Café, dessert. Cody a sorti son téléphone. Je veux te montrer quelque chose. Il a affiché une photo. Son nouvel appartement. Petit, propre, décoré sobrement. J'ai remboursé mes dettes. J'ai mon propre appartement. Un nouveau départ. Ça a l'air bien. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à moi. Je comprenais ça plus qu'il ne le savait. Avant de partir, Cody m'a accompagné à ma voiture. Je sais que nous ne sommes pas proches. Peut-être que nous ne le serons jamais. Mais je suis content que nous ne soyons pas ennemis. Ouais, moi aussi. Il m'a tendu la main. Je l'ai serré. Je suis parti en regardant la maison de maman disparaître dans le rétroviseur. Je ne me sentais pas triste. Je ne me sentais pas soulagé. Je me sentais juste. Fini. Pas en colère, fini. Pas amer, fini. Juste complet. Je suis retourné à Denver le lendemain de Noël. Retour à ma maison, ma routine, ma vie. J'ai commencé un nouveau projet. La refonte du site web d'une organisation à but non lucratif, pro bono, parce que j'avais de l'argent dont je n'avais pas besoin et du temps que je pouvais donner. Le soir du Nouvel An. Je me suis assis seul dans mon salon. Pas de fête, pas de plan. Juste moi et une bière, en silence. J'ai pensé à l'année. La mort de papa. Le test ADN. Le procès. 2,6 millions de dollars. Le déménagement à Denver. Les excuses de Cody. L'album de maman. Le dîner de Noël. Tout ça. Ni bon, ni mauvais. Juste ce qui s'était passé. Et j'y avais survécu. J'en étais sorti intact. Le 3 janvier. On frappe à ma porte. Inattendu. J'ai ouvert pour trouver Oncle Jim. Oncle Jim, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai fait la route. Je voulais voir comment tu allais. Je l'ai laissé entrer. Nous nous sommes assis, avons pris un café, avons parlé. Ta mère m'a dit que tu es venu pour Noël. Ouais. Comment c'était? Gênant, mais ça allait. Il a hoché la tête. Ton père serait content que tu aies essayé. Tu crois? Je le sais. Il m'a appelé avant de mourir. Il a dit qu'il craignait que tu ne détestes Cody après la lecture du testament. Il a dit qu'il espérait que tu serais plus grand que ça. Je lui ai donné 200 000 dollars. J'ai entendu. C'est exactement ce que Robert voulait dire. Oncle Jim a fini son café. S'est levé. Tu as bien agi, gamin. Mieux que la plupart ne l'auraient fait. Il est parti. Je suis resté à ma porte, le regardant s'éloigner en voiture. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. De la fierté. Pas pour l'argent. Pas pour avoir gagné. Pour le choix que j'avais fait quand je n'avais pas à le faire. C'était la valeur de papa. Celle dont j'avais hérité. Pas la richesse. Le caractère. J'ai 36 ans maintenant. Je possède une maison à Denver. J'ai 2,4 millions de dollars investis. Je travaille quand je veux. Je dis non quand je ne veux pas. Maman me rend visite 2 fois par an. Cody envoie des SMS pour les fêtes. Nous ne sommes pas la famille que nous étions. Nous sommes la famille que nous sommes devenus après que tout s'est effondré. Plus petite, meurtrie, mais suffisamment fonctionnelle.